Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition en compagnie des meilleurs experts. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival du film, un studio de production de contenu et une plateforme de vidéo à la demande, Sellers, que vous pouvez retrouver sur tipshaft.com. Pendant toute la durée du Vendée Globe, Pause Report devient Pause Report Live, enregistré en public à la Cité de la Voile Éric Tabarly, à Lorient, entièrement consacré au débrief du Tour du Monde en solitaire. Un événement rendu possible grâce au soutien de nos partenaires. Arken, d'abord, spécialiste mondial de l'accastillage, dont le matériel équipe une grande partie des concurrents du Vendée Globe, que ce soit les winches, les colonnes, les rails, les poulies ou les systèmes hydrauliques. Le défi Azimut, ensuite, le rendez-vous du mois de septembre pour les IMOCA qui mélange run de vitesse et course au large à Lorient, devenu chaque année la dernière répétition avant la grande course de l'automne et un passage obligé pour toute la flotte IMOCA. Merci à eux. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report Live. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de Pause Report Live enregistré ce lundi 30 décembre, non pas depuis l'auditorium de la Cité de la Voile Éric Tabarly à Lorient en public, mais à distance cette fois. C'est les fêtes, on prend un petit peu de repos et on est toujours là grâce au soutien de nos partenaires Arken et le défi Azimut. Chaque semaine pendant toute la durée du Vendée Globe, c'est ici que l'on explique, décortique, décrypte et analyse ce qu'il s'est passé sur la course et ce qui va se passer sur la course en compagnie de nos consultantes et de nos consultants avec nous ce soir. Anne Combier, team manager de l'équipe Maître Coq et de Yannick Bestaven qui a été un petit peu occupée ces derniers jours. Salut Anne. Bonjour. Juste à côté d'elle sur l'écran, c'est Jean-Yves Bernot, auteur, météorologue qui doit suivre le Vendée Globe d'un peu près si tout va bien. Salut Jean-Yves. Bonjour à tous. Et puis, il est dans son beau bureau. On voit à la caméra les tableaux, des Velleda, des cartes et tout, etc. C'est Hubert Lemonnier, le directeur de course de ce Vendée Globe, justement. Salut Hubert. Salut à tous, bonsoir. Merci beaucoup à tous les trois d'être avec nous ce soir. Alors, c'est les fêtes, tout le monde a un peu levé le pied, mais sauf vous, en fait. Hein. Normalement, vous êtes tous au taquet. On va demander à Anne, puisque l'info du jour, quand même, c'est malheureusement l'abandon de Yannick Bestaven qui fait du tourisme dans les canaux de Patagonie. Il avait envoyé une petite vidéo tout à l'heure assez incroyable où on voyait que tu me diras si je te vois faire nom de la tête, Anne, mais tu vas me dire si c'est déjà le cas. Hier, il a envoyé une vidéo il a été interviewé avec beaucoup d'émotion sur son abandon. Évidemment, c'est pas du tout un moment assez compliqué. Mais aujourd'hui, il montrait une vidéo de Maître Coq qui remontait vers Ushuaia, parce qu'il va s'arrêter à Ushuaia. Et déjà, on avait l'impression que l'aventure avait pris le pas sur la déception de la course. Donc, il est en train de rentrer dans les endroits où on passe pas en course, où éventuellement on peut aller faire un petit peu de tourisme. Et on sentait qu'il était déjà pas dans le coup d'après, mais quasiment dans le coup d'après, dans la découverte de cet endroit un peu incroyable. Alors Anne, est-ce que tu peux nous faire un petit point de la situation de ton poulain et du bateau Maître Coq à cette heure tardive? Oh, c'est pas un poulain, c'est aussi un poulet, pour jouer sur les mots. Mon poulet préféré. Non, en fait, on a vécu des moments assez compliqués depuis une petite semaine. Il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées, incroyables, mais vraies. Comme diraient certains très connus, les emmerdes, ça vole en escadrille. Et ben, ça a fait des escadrilles. D'Albatros, peut-être pas, mais c'était quand même assez chaud. Donc, on a commencé avec un code zéro qui a lâché avec le lashing de tête de mât. C'est rien à voir avec Proful ou avec n'importe quelle attache mécanique. Usure, incompréhensible. Et après, la voile est partie à l'eau. Yannick a pu la récupérer. Et puis le lendemain, alors on l'a pas dit à ce moment-là parce que on attendait de voir ce qui allait se passer. C'est le Fro qui a explosé. Va savoir pourquoi le Fro il explose. Mais j'ai les photos, mais c'est une explosion totale. Le Fro, donc c'est un code zéro mais fractionné qui est un peu plus bas sur le Voilà, un peu plus bas mais c'est vol de portant quand même, qui en général. Et puis assez utile dans le Grand Sud. Assez utile dans le Grand Sud, essentiel. Et ensuite, on a cumulé, on a toujours ces problèmes de downlight de fall. Je vais faire la liste quand même pour que tout le monde comprenne. Hein, c'est pas un hasard. Les downline de fall, c'est des parties on va dire les boots ou les systèmes qui retiennent les foils d'un côté ou de l'autre ou qui les permettent de faire des réglages. Et là, c'est vraiment un système assez complexe. Et bon, Yannick a passé son temps à les réparer, à les remettre en place. Là-dessus, il assure bien.
c'est pas ça qui freinait, qui nous gênait pour la performance, Yannick particulièrement. C'était plus un inconfort. Et puis après, ça s'est accumulé et je pense que, sans oublier un truc, mais ça je vous le dirai plus tard, ce qui s'est vraiment accumulé, ce qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est vraiment la rupture de la fausse mèche là, de Safran, enfin qui a pété, qui est un truc énorme avec des vis énormes. On ne sait pas ce qui s'est passé et en fait, après avoir étudié tout ça avec les architectes et Jean-Marie Doris, le directeur technique, et Stan Delbar, le boat capitaine, on s'est aperçu, malgré tout, sans vouloir l'accepter, que ça aurait été impossible pour Yannick de réparer. Et ça a rendu. Il faut savoir que le bateau il était totalement immanœuvrant. En pleine nuit, la nuit du 27 au 28, il a dérivé et la direction de course s'est même inquiétée, nous a alertés, mais on l'avait vu aussi nous. Il a dérivé pendant près d'une heure, enfin Hubert, tu me diras, ou une heure et demie, plein sud. Donc on se demandait ce qui se passait. Et on a tout de suite compris qu'il avait eu un problème, il nous l'a expliqué. Et en fait, c'est heureusement Yannick est un garçon qui est particulièrement bricoleur, il n'est pas ingénieur pour rien. Et il a su, avec tout un système de boot, remettre le système opérationnel, on va dire, pour que les safrans restent soudés et qu'ils puissent rebrancher le pilote automatique et pour faire route vers le Cap Horn sous voile et surtout en sécurité pour que Yanis puisse se reposer. Mais c'est pour ça qu'il est allé plutôt entre 10 et 12 nœuds parce qu'il mettait pas de voile d'avant pour pas tout lâcher, quoi. On savait pas trop ce qui allait se passer, quoi. Et donc tout ça est arrivé enfin les avaries ont commencé à s'accumuler à quelques centaines de milles du Horn, enfin vraiment dans la phase finale du Pacifique, quoi. Oui, c'est ça. Enfin un peu moins de 1000 milles, quoi. Voilà, et ensuite il a fait les 500 derniers milles sous ce système dégradé. Et puis après on a découvert, enfin en parallèle, un problème problème de pause sur le trois quarts arrière du bateau à tribord. Donc on ne sait pas bien ce qui s'est passé. Voilà, décalage, délaminage. On va regarder ça de plus près. Ainsi que le foil tribord. Enfin bref, là le bateau, on s'est dit que c'était pas raisonnable de continuer comme ça. C'était vraiment des défauts structuraux. Au-delà de la non-manœuvrabilité du bateau, là, il y avait un souci d'intégrité du marin, du bateau, et là, on a pris la décision, en concertation avec la direction de course. La route est encore longue après le Horn. C'est le délaminage de la partie arrière du bateau qui vous a fait basculer ou le Ah système non, de non, barre c'est était déjà le compliqué? gouvernail. Ouais, le gouvernail. Ouais, c'est surtout ça. Ça, le bateau, il est pas manœuvrant. Enfin, c'est compliqué de remonter deux Atlantiques comme ça, quoi. Et alors, Anne, est-ce que tu peux nous emmener un peu dans les coulisses et nous dire comment une décision comme celle-là se prend? Qu'est-ce qu'il y a j'allais dire le final cut? Qu'est-ce qui est la décision finale? C'est lui, j'imagine, En mais, fait, mais du coup, il consulte beaucoup de gens. Vous parlez avec le sponsor. non, C'est quoi la ouais. procédure? Bah d'abord, on est beaucoup dans le consensus et dans l'échange entre Jean-Marie Doris, Stan Delbar et moi et Yannick. Donc on attend un peu de voir, de comprendre, parce que là on n'est pas sur place, quoi. Donc entre ce qu'ils nous racontent et qu'on prenne la mesure de la réalité, et puis après, une fois qu'on a bien intégré tout ça, on pose. Ça, on a quand même pas mal d'expérience tous, quand même. On a vraiment d'expérience, et cette expérience nous aide énormément à pas perdre trop de temps, à ne pas trop tergiverser, mais pas nous précipiter non plus pour pas faire d'erreur. Et en fait, voilà, on s'est consulté et puis à un moment donné, avec Yannick, il m'a appelé. En fait, c'est lui qui m'a appelé. Il m'a dit bon Anne, là je pense qu'il faut y aller. Donc il m'a appelé en direct en disant Anne, là je peux pas continuer. Et là j'ai dit bah ok Yannick, je mets la poignée dans le coin parce que moi je suis plutôt le genre à accélérer, mais je voulais pas aller trop vite non plus. Et à ce moment-là, j'ai appuyé sur le bouton organisation et pilotage avec Jean-Marie et Stan. Et on s'est réparti les tâches. Et on a prévenu la direction de course qui nous a beaucoup soutenus moralement parce que c'est vrai que c'est pas facile, quoi. Et à quel moment tu t'appelles le sponsor? Ah bah, ça c'est une longue histoire, mais le sponsor, il est en ligne et informé tout le temps. En fait, on a des groupes WhatsApp et toute la nuit, j'ai alimenté quand il le fallait, le sponsor. Alors évidemment, je voyais bien qu'il ne lisait pas parce qu'il dormait, mais quand il n'y avait pas vie humaine en jeu, je l'ai pas appelé. J'ai envoyé que les WhatsApp. En fait, on mesure vraiment. On est en cellule de crise, mais c'est une cellule de crise manageable, si tu veux. Il n'y a pas péril en la demeure suffisamment, donc on envoie les informations et puis quand il se réveille, je l'appelle et quand je suis sûre qu'il a lu les messages et après je lui explique la situation. Mais c'est nous qui prenons la décision, ça c'est clair. Hubert, comment ça se gère un événement comme ça du point de vue de la direction de course?
Alors, heureusement, on a fait un petit rendez-vous tous pendant les 3 semaines de fête qu'il y a eu au Sable d'Olonne. On a fait un petit rendez-vous avec chacun des skippers et team manager ou en tout cas référent crise. Ce petit rendez-vous finalement, il n'est pas écrit dans l'avis de course, il est écrit nulle part, mais on a tous bien conscience qu'il est hyper important parce que c'est le seul moment où on arrive à se parler à huis clos entre quatre yeux, six yeux, mais encore que des gens maritimes et qui ont le bon sens et qui vont être les acteurs en cas de problème. Et donc avec l'équipe Maître Coq, on s'est réunis, comme avec les 39 autres, au bureau de l'ADC la première semaine du Vendée Globe. Donc ça nous a vachement occupés pour recevoir tout le monde dans notre bureau. Et là, on se dit clairement les choses. Comment est-ce qu'on va fonctionner pendant la course si jamais on a un cas d'avarie. Alors il y a plusieurs cas d'avarie, donc on reste assez généraliste et en même temps il y a des cas assez concrets. Donc ça peut être le cas fatal, ça peut être le dématage, ça peut être voilà, plein de cas, une collision avec un cétacé, ça c'est le sujet qui nous a bien animé sur cette course. Bref, en tout cas, on se parle et on met à plat comment on réagit s'il y a une avarie. Et là, on est clairement dans ce type d'avarie-là. Alors, on avait eu, avec Maître Coq, Yannick et Anne, on a un petit historique, c'est qu'en 2020, on avait eu le cas Kevin Escoffier, donc finalement, on a pu recalibrer un peu le tir sur peut-être les erreurs qu'on avait pu faire en 2020 de communication, pas sur l'aspect noyau dur de la sécurité, mais plutôt entre nous, en deuxième rideau, on va dire, à l'orga. Donc on voulait être bien sûr que tout fonctionne bien, donc ça nous a aidé. Et quand on s'est vu, on a retravaillé un plan de crise du team Maître Coq et qu'on a sur notre bureau, là, ici, à la direction de course. Et on a un dossier complet. Et voilà, donc on est rentré dans un mode crise à partir du moment où on a confirmé ce qu'on voyait sur nos écrans avec le team. Comme tu le disais, Anne, le 26 décembre, on a constaté qu'il y avait une trajectoire, une vitesse qui était pas normale. On a fait un petit message au team, à Anne et à Jean-Marie, qui est, on va dire, plutôt le référent technique. Et voilà, qui a confirmé qu'il y avait bien un problème de barre, système de barre, et que ils étaient dans l'analyse de ce qui se passait, de ce qu'il était possible de faire. Donc voilà, donc on avait déjà une réponse, c'est que il y avait bien un son de cloche de l'autre côté du fil. Yannick était bien présent sur le bateau. Enfin voilà, on enlève déjà tous les sujets qui pourraient être super chauds pour nous à l'ADC. Et donc très factuel. On laisse faire après le team pour qu'il bosse et qu'il revienne vers nous. Et dans ce cas-là, on fait un pré-warning mettrait dans un but vraiment de clarté avec la direction de l'événement, avec Laura Le Goff, en disant on a un souci avec un bateau, tout va bien, voilà, point barre. Et après, rentrera dans un second temps tout ce qu'on a mis en place dans notre réunion sécu avec Anne et Yannick au sable. Et c'est très processé, c'est-à-dire que vous avez des procédures écrites qui sont suivies à la lettre, où il y a quand même une petite marge de. On a fait, Hubert, je te remercie encore, il y a un peu plus d'un an, un épisode assez incroyable où tu nous as raconté les coulisses du sauvetage de Kevin, et c'était hyper chaud parce que il avait été récupéré quelques heures avant, et c'était vraiment, c'était Ouais. une interview assez incroyable. Et tu nous avais bien expliqué qu'il y avait, bien sûr, il y avait des règles, il y avait une procédure, mais qu'il y a un moment quand même, je me souviens, par exemple, Jean Le Cam, vous discutez avec lui par Skype et vous l'avez vu tout à coup sortir par la descente, vous voyez les images, mais vous voyez pas tout. Donc, on sent bien qu'il y a aussi une part de terrain très opérationnel. Là, c'est une procédure qui est très calée, très rodée et que vous avez respectée à la lettre. La question s'adresse à tous les deux, hein, Hubert et Anne. Bah vas-y Hubert, et puis je dirais si tu veux, ou plutôt je vais commencer parce que en fait, si tu veux, moi ça fait, je vais pas le dire le nombre d'années, mais j'en suis à mon 5e Vendée Globe, donc on va pas compter les années. Et donc j'ai des cellules de crise que j'ai commencé avec notre amie Catherine Chabot en 96-97, pas oublier 140 jours, hein, 140 jours, j'oublierai jamais. Et donc à partir du moment où tu as cette expérience-là, je fais évoluer avec les techniques du jour aussi. Il faut pas oublier qu'en 2020, on a découvert le WhatsApp, ce qui n'était pas le cas du Vendée Globe d'avant. Et en fait, le fait d'écrire une procédure de cellule de crise qui doit s'adresser à différents interlocuteurs. Le sponsor, Maître Coq, et l'environ, qui n'ont pas spécialiste de la voile, l'équipe technique, qui parfois ne mesure pas, il y a des étapes à faire, l'échange avec la direction de course qui est capital parce que eux ils nous disent les doigts, ils nous mettent les doigts sur un éclairage qui nous aurait échappé.
et la communication, parce que évidemment dans tout ça, on a une attachée de presse, on a une équipe des réseaux sociaux, et tout ça, ça doit se manager sans oublier ce sur quoi on s'est engagé vis-à-vis de la SEM Vendée en disant, bah voilà, la SEM Vendée appuie sur le bouton, on appuie en même temps ou juste après. Et donc du coup, pour dire que ce process, une fois qu'on l'a écrit, qu'on l'a partagé, on a fait 4 heures de réunion avec les différents interlocuteurs, même à La Rochelle. En fait, on imprime les choses. Il faut savoir que quand c'est écrit, on l'imprime. Et au moment où ça se passe, mais j'ai même pas ouvert le document, moi. Forcément, parce que je le connais par cœur. Et paf, je déroule, je sais qu'il faut faire ça, ça, ça. J'ai pris les commandes, entre guillemets, pour la communication aussi, en coordonnant les choses. On a organisé un groupe dans lequel il y avait tout le monde, sauf la direction de course. Mais la direction de course, on parlait séparément, de manière à ce qu'il n'y ait pas de bug non plus de communication. Donc, avec des étapes, voilà. Et puis, à un moment donné, pour te donner une idée, je dis, ben voilà, il est 10h, on se reprend contact à 10h45. Et il va rien se passer pendant 45 minutes, et voilà. Et ça, c'était avant-hier. Et ainsi de suite. Et de manière à ce que tout soit factuel, et puis surtout qu'on soit pas dans l'émotionnel. Je dis pas qu'on n'y arrive pas, mais c'est très important d'être dans le L'opérationnel, factuel quoi, le et concret. l'opérationnel, et surtout d'aider le skipper, parce qu'en fait, le skipper, il est aussi dans l'émotionnel. Et donc, il faut être là en disant, ben, on est là, on est à l'écoute, oui, on t'entend, on comprend, voilà. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce Voilà. qui Et n'empêche pas beaucoup de, qu'évidemment, il y a de l'émotion. ah, mais oui, oui, c'est d'émotion. Vas-y, Hubert, tu voulais compléter, pardon. Non, non, juste pour compléter, comme tu m'as posé la question, ce qui est intéressant aussi, c'est bien évidemment, il y a les belles présentations PowerPoint et puis il y a la réalité. Et bah là, il y a toujours une part d'instinct qui marche aussi, et tant mieux d'ailleurs. Et c'est pour ça que bah, la direction de course, on est nombreux, on échange en direct rapidement, et puis bah, on arrive aussi à ajuster le tir, même si on respecte pas à la lettre le PowerPoint de crise. Et c'est bien ça qui est important. Nous, notre but, c'est surtout d'imaginer ce que vit Yannick. À la DC, à ce moment-là, on se met complètement à sa place. Donc, quelle est la situation actuelle? Qu'est-ce qui peut se passer en ce moment? C'est-à-dire qu'il est en train de constater l'avarie. Quels sont les spares? Quelles sont les solutions? Quelle est la météo à venir? Donc, il y a un gros travail aussi d'analyse météo pour nous, pour la DC, qu'on pourra partager en immédiat avec le skipper s'il y a besoin. Dans un cas de sécurité engagée, il faut qu'on puisse envoyer un premier état de fait de la situation à venir. Voilà. Et ça, je pense que on l'a fait pour d'autres bateaux, dans d'autres Vendée Globe, où tout à coup un dématage direct, Pipard par exemple, Pipard direct, on envoie de l'info. Si utile ou pas, après, si elle l'a déjà fait, si son team l'a fait, bah ça se trouve ça sera même mieux que nous, mais au moins elle l'aura fait. Anne, c'est quoi la suite du programme? L'équipe était déjà partie hein, quand l'info a été rendue publique. J'imagine que l'équipe était déjà dans l'avion. Hein. Oui, en fait, tu travailles sur beaucoup de choses en parallèle, en fait. Déjà, la prise de décision. Une fois qu'on a pris la décision, bah, il faut chercher. J'ai eu un grand moment de solitude quand Yannick et Jean-Marie m'ont dit, bon, on va s'arrêter à Ushuaïa. Et là, je veux dire, j'ai eu un grand moment de solitude. Je dis, merde, mais c'est le bout du monde. Je commence par quoi, quoi? Heureusement, tout le monde se connaît. T'as Ronan Le Goff qui te connaît bien. Stan, il a trouvé les contacts. Jean-Marie avait les siens. Et même des personnes qui se connaissent, avec qui on pouvait parler sans que ça parte dans tous les sens, parce qu'il y a aussi ça, la confidentialité vis-à-vis de la SEM Vendée, vis-à-vis de nos sponsors. Et en fait, une fois que on a enclenché les uns les autres, bah, pouf, ça a déroulé. Et puis en plus, il y a vraiment la solidarité des gens de mer. J'aurais vraiment le souligner. Parce que tout de suite à Ushuaïa, bah, il y a un bateau qui a dit je suis là, je vais pouvoir venir le chercher. Parce qu'en fait, on ne pouvait pas laisser Yannick remonter le chenal tout seul, crever avec non manœuvrant, enfin avec son bricolage ça tenait, mais quand même, il s'est endormi sur le bateau plusieurs fois au moteur, t'imagines bien. Donc il avait mis une alarme, mais il répondait plus à personne. Donc à 7h du matin, ce matin, je l'ai appelé. Et Yannick, où on est là, ça va? Et il me dit, oh là là, heureusement que tu me réveilles et tout. On s'est fait peur, quoi. Parce qu'en fait, le garçon, enfin le skipper, le garçon, la fille, ils sont épuisés, ils sont au bout du rouleau, et donc il faut vraiment être en permanence à l'écoute. Et là-dessus, donc tout ça c'est en parallèle, quoi. À la prise de décision, à Ushuaïa, l'organisation, préparer la com, tout ça pour que, effectivement, quand on a annoncé ça ce matin à 8h, évidemment, on avait déjà, Yannick avait déjà passé le Cap Horn et la direction de course on avait déjà validé la fin de la course, mais on avait travaillé avec la direction de la com de la SEM Vendée pour dire, ben, on communique à 8h ce matin, heure française, parce qu'il fallait qu'on s'organise. On savait que de toute façon, la position de Yannick, à un moment donné, ça paraît plus cohérent d'aller là où il si près des îles de Terre de Feu, là. Mais voilà. Et donc, il y a tout ça à travailler pour qu'on soit cohérent en communication, cohérent en organisation,
Et voilà. Et effectivement, là, ils sont dans l'avion depuis une demi-heure, 4 des garçons, puisque Ludovic Bosser, notre composite, était en vacances au Panama et il a sauté dans un avion, il est arrivé ce matin. Pour dire que ils sont à fond les garçons. Ok, donc ils vont. L'objectif, c'est que sur le papier, en tout cas, c'est que si c'est possible, Yannick reparte en solitaire. Alors voilà, maintenant ça va dépendre de l'état du bateau, ce qu'ils peuvent faire. Ils sont partis pour réparer le bateau. Mais bon, c'est difficile de vous dire ce qui va se passer après. On se donne 8 jours pour voir un peu, et puis ça va dépendre aussi de ce que nous ont dit les assurances, hein, parce que nous, le bateau, il a une intégrité à fiabiliser, mais il faut absolument que les assurances suivent derrière ou pas. Donc moi, je prends pas de risque de partir sans avoir un accord de principe des techniciens, des experts, si tu veux, voilà, de l'assurance, on va dire. Parce que ce bateau, bah, c'est une histoire, il est tout neuf, il a que 2 ans, 2 ans et demi, enfin maintenant, oui, c'est ça, après, oui, 2 ans. Mis à l'eau en août 2022, donc voilà. Ça s'appelle 2 ans à peine, un peu plus que 2 ans. Et on a une belle vie devant, une belle carrière, et on essaie de comprendre ce qui s'est passé. En plus, on sait que c'est un bon bateau, parce que Sébastien Simon, pas oublié, il est quand même maximum podiumable avec un morceau de foil en moins, et bravo à lui d'ailleurs, parce que j'aurais souligné, et on a le même bateau. Et donc, on sait que c'est des bateaux qui ont des gros potentiels. Alors, bah justement, merci beaucoup à tous les deux pour ces éclairages en profondeur, nous avoir emmenés dans les coulisses d'une gestion de crise comme celle-là et de la prise de décision. C'est toujours vraiment hyper intéressant. Mais la course continue. Évidemment, la course continue et il s'est passé 2-3 petits trucs. Je suis en train de mettre ma cartographie à l'écran. Et alors, Comment ça, elle n'est pas allumée encore? non, mais en fait, je vais tout vous raconter. J'ai un petit écran pour pouvoir faire la visio et un grand écran sur lequel. Ah, je plaisante, je te taquine. Mais Je sinon, sais qu'elle est allumée. le site de Tip and Shaft a la carto et les datas en permanence. Ne t'inquiète pas, Béa. Alors, dans l'océan Atlantique Sud, ça reste une bataille de tous les instants, même si c'est très très calme. Et là, du coup, c'est pour ça qu'on a ce cher monsieur Bernot avec nous. Nos deux camarades qui sont en tête de la course. Alors, hop, c'est Charlie qui est passé au classement 19h, qui est repassé devant. Il est 19h11, le classement est tombé, qui a 12 000 d'avance sur Johan Richomme. Donc c'est parti, je pense, pour un mano à mano qui va durer assez longtemps. Jean-Yves, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette histoire de Cabo Frio? Charlie et Johan étaient dans la pétole jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, ils vont toujours pas très très vite. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe au large des côtes brésiliennes? Charlie, tout à l'heure, il disait, ce matin plutôt, il racontait en disant que il y avait un front froid permanent et c'était un petit peu comme le poteau noir. C'est un endroit particulier là où ils sont au large des côtes du Brésil. C'est un poteau noir du Brésil. Bah, c'est pas tout à fait un poteau noir parce que c'est beaucoup plus dynamique qu'un poteau noir. En fait, il y a dans l'Atlantique Sud ce qu'on appelle une zone de convergence, la zone de convergence Atlantique Sud. Alors, il y en a une océanique, puis une autre météorologique. En fait, quand vous regardez une image satellite de l'Atlantique Sud, vous verrez, il y a souvent une écharpe nuageuse qui part en travers du poteau noir, du Cabo Frio, voilà, et vers le sud-est et des océans australes. Et ça se décline en plusieurs modes. En fait, nous on l'appelle le front froid semi-permanent de l'Atlantique Sud dans notre jargon. Ça peut être soit un front froid qu'il y a une dépression australe, qui envoie un front froid très haut et qui, en interférant avec les zones un peu surchauffées du sud-Brésil, fait des zones orageuses, éventuellement dépressionnaires, qui après vont foutre la pagaille dans la zone. Ça, c'est un premier mode. Un deuxième mode, c'est des fois l'anticyclone qui est en deux parties. Et quand tu as un anticyclone qui est fait en deux parties qui sont à la même latitude, en général, ça génère des dépressions entre les deux. Et puis, tu as un autre phénomène un peu plus compliqué qu'on appelle SACZ dans notre jargon, South Atlantic Convergence Zone, qui est en fait un phénomène lié à la rencontre entre les alizés et puis, on va dire, du vent qui bloque un peu sur les Andes. Je rentre pas dans les détails. Mais enfin, ça fait que, en général, dans cette zone-là, tu as une zone à caractère de front froid, donc c'est-à-dire avec des grains, avec des rafales, des choses comme ça, et qui interfèrent avec la côte sud brésilienne qui est surchauffée. Donc, pas trop dur à comprendre, de l'air froid qui interfère avec des zones surchauffées, en général, ça donne des zones orageuses. Ces zones orageuses,
Des fois, elles restent confinées à la côte et d'autres fois, elles partent en mer sous forme de dépression. Et effectivement, c'est très rare qu'en passant dans la région, tu te tapes pas un ou deux grumeaux liés à ce truc-là. Alors, c'est sûr que ils ont tous le roadbook que je leur fais, parce que c'est tous des gens de Port-Laf, là, on discute à longueur de temps là-dessus. Et pour ajouter un petit peu l'insulte à l'outrage, les prévisions dans ce coin-là sont pas très fiables au-delà de 3-4 jours. Justement, à cause de ces phénomènes qui sont un peu orageux en développement rapide. Donc, le beau plan que tu avais fait il y a 3 jours en disant je vais passer là, et ben 2 jours après, c'est plus le bon et t'en prends un autre. Donc, c'est des zones redoutées des marins, pas parce qu'elles sont extrêmement dangereuses, mais parce que stratégiquement parlant, et tactiquement parlant, c'est très difficile à manipuler. C'est là qu'on tiendrait un petit peu, qu'on rejoindrait un petit peu l'histoire du poteau noir. Et je crois qu'un certain Yannick Bestanet avait perdu plusieurs centaines de milles il y a 4 ans, en tout cas dans cette partie de la... Je sais pas si c'est précisément à cet endroit-là, mais en tout cas, il avait perdu beaucoup de son avance en 2020. Anne, je parle sous ton contrôle, hein, mais ça avait été un moment assez compliqué. Hein. C'était en classe 40 avec Pierre Brasseur et ils avaient 300 000 d'avance, plus que 100 000, 300 000 sur Maxime Sorel, je me souviens parfaitement. Ça a fondu comme neige au soleil et t'as Pierre Brasseur qui devenait dingue parce que il supportait pas. Et Yannick lui a dit, mais si on t'avait dit que tu passerais l'équateur avec 30 000 d'avance, t'aurais payé tout de suite, t'aurais acheté tout de suite. Il a dit oui, c'est pas faux. Et ils sont arrivés au Brésil à 1 heure d'écart, les 2 bateaux. C'était incroyable. Moi, je faisais allusion au Vendée Globe précédent, où après avoir passé le hors tête. Excuse-moi, je crois que tu parlais de la. Non, il avait perdu beaucoup de temps beaucoup de terrain dans la montée de l'Atlantique. Exactement. Ah bah ça, non seulement il s'est retrouvé arrêté, les autres ont fait le tour parce qu'ils le voyaient évidemment, et là ça a été terrible pour Yannick. C'était très très dur, ouais. C'est pas un petit peu ce qu'a fait d'ailleurs notre ami Sébastien Simon en contournant un petit peu, en passant un peu plus proche des côtes. Il a vu que Alors, devant. pour moi, après, on va voir un petit peu la suite. Pour moi, il prend des risques là en faisant ça parce que bon, ce front froid en général, s'il atteint la côte, ce qui est le cas pour le moment, il développe des zones orageuses et ces zones orageuses sont toujours très incertaines. C'est-à-dire que tu sais jamais, bon, tu peux avoir du vent fort, après du vent faible, du vent dans tous les sens. Et assez souvent, quand on a ce genre de schéma-là, on a tendance à rester un petit peu au large, même si ça paraît t'éloigner un petit peu de la route directe, de façon à pas trouver dans ce piège côtier. Le piège côtier, là, il peut coûter cher, d'autant plus que le premier qui sort de Stracknard, il va retrouver le bord de l'anticyclone, puis les alizés de sud-est, d'Atlantique Sud, et il va se barrer. Donc le premier qui va s'échapper de ça, il va coller 100 000 aux autres. Et puis pour les aider encore un peu, parce que là finalement c'est trop facile, ce front froid en ce moment, il a tendance à monter un peu avec les bateaux. C'est-à-dire que là ils sont dedans, et puis ils vont sortir, ils vont se faire rattraper, sortir, se faire rattraper. À mon avis, ils vont s'énerver, je pense, dans les 2-3 prochains jours. Charlie, dans sa vidéo de ce matin, pardon, Johan, dans sa vidéo de cet après-midi, il disait clairement que il voyait pas trop ce qu'il y avait à faire et que ça allait être long et dur et qu'il fallait rester concentré tout en essayant de grappiller quelques heures de sommeil, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de portes de sortie évidentes qui s'ouvraient devant eux. Hein. Bah, surtout avec cette zone qui monte avec eux, quoi. Toi, essayer de perdre le moins possible, c'est pas enthousiasmant comme programme, on aimerait faire mieux, mais c'est déjà pas mal, quoi. Toi, pas faire de bêtises, ouais. pas faire le petit écart d'énervement qu'on fait tous à un moment, il y a la ras-le-bol, allez, je tente un truc, et puis on se prend 100 000, et ceux-là, tu les revois pas. Donc, va falloir rester concentré. On peut leur faire confiance sur les deux là. Je sais pas sur lequel faut miser, mais bon, voilà. Après, faut aussi voir comment les bateaux sont configurés, est-ce qu'il y a des problèmes de voile ou pas, parce que je suis pas dans le secret des dieux, mais je trouve assez bizarre que Johan avance, prend des quelques milles, après c'est Charlie qui les prend. Ça ressemble à des configurations un peu altérées, ça. Hein, du genre, j'ai les bonnes conditions, je vais vite, j'ai les conditions qui vont pas bien, j'en prends un peu. Alors, je sais pas, j'invente, hein, mais bon, à vue de nez, ça ressemblera un peu à ça quand même. J'ai vu à l'écran, vous ne voyez pas parce que c'est un podcast, mais moi j'ai vu les images à l'écran, j'ai vu Hubert sourire quand t'as dit ça. Ouais, j'avais même coupé mon micro pour pas que tu l'entendes. On a la même analyse. Il y a sûrement des petites choses qu'on saura après. Je suis sûr qu'on saura rien de toute façon pendant qu'ils sont en mer. Mais on constate, des vitesses qui sont pas toujours constantes. Un coup ça va vite, un coup ça va plus doucement. On constate qu'il y a des temps de réaction peut-être un peu différents par rapport à l'adaptation au système, à la météo. Des petites disparités. Donc on a nos théories, mais pour l'instant on a,
pouvez bien me croire, on n'a absolument rien à la direction de course de Croustillant à vous annoncer. J'arrive, c'est quoi la porte de sortie pour les deux de devant, là, pour Richaud Médalin? Eh ben, c'est arriver à passer ce front froid qui les ennuie, là, qui monte avec eux. Après, ils vont choper l'Alizé. Il y a le coin de l'anticyclone, parce que l'anticyclone de Sainte-Hélène, là, il se présente comme une espèce de grosse, tu vois, un gros haricot, là, qui est en travers de Bien l'océan étalé, Atlantique Sud. Et donc, choper du vent de nord-est, puis d'est. Ne pas se faire prendre dans l'extrémité de la dorsale, mais ça, ils vont savoir faire. Et après, il y a 3 jours d'Alizé d'est à sud-est qui leur permet de monter vers le poteau noir. Là, c'est champagne sailing, là, un peu. Hein, toi, ils pourront se reposer, ils pourront peut-être même se laver, dis donc, tu te rends compte, ils vont être contents, les oiseaux autour. Et puis après, il y a le poteau noir, qui à cette époque-là de l'année est vers l'équateur, relativement pas trop actif hein, en janvier, et surtout comme ils sont déjà dans l'ouest de l'Atlantique, si tu veux, c'est pas un problème particulier. Ils sont des bons côtés. Et après, ouais. Il y a un énorme casse-tête qui est Alizé d'Atlantique Nord, l'Alizé de Nord-Est, et surtout comment je chope le train des dépressions, s'il existe, qui va aller vers les Açores. Et en ce moment, on a l'impression qu'il va exister et qu'il va être velu. Il faut bien penser que les 40e Nord, ils rugissent au plus, ils rugissent aussi les 40e Nord. Ouais, Donc, il va falloir qu'ils chopent ce train-là, comment l'attraper, et puis comment arriver à la maison sans rien casser, parce que si vous vous rappelez les Tours du Monde, que ce soit le Vendée ou des records, assez souvent, une des bonnes raclées qui se prennent, c'est après les Açores. Exactement. Hein, donc, ils ont sûrement ça en tête. L'arrivée sur le golfe de Gascogne. Et d'ailleurs, ça va, nous ça commence hein, le 1er janvier pour ceux qui font de la planche ou du kite. Il y a une grosse session. Il y a 35-40 nœuds en Bretagne, hein, donc et sur toute la côte atlantique. Hubert, vous faites vos premiers routages et vos premières estimations d'arrivée au Sable d'Olonne. Vous les faites quand? Vous l'avez déjà fait? Ah, on a bien commencé. Alors, on a bien commencé. Tu penses bien que ce sujet sans fond nous anime déjà fortement, surtout avec toutes les statistiques de records battus qu'on a, les vitesses incroyables que les skippers s'affligent sur l'eau. Alors dis-moi quand est-ce que je dois réserver ma chambre au Sable d'Olonne pour l'arrivée? Alors, pour être safe, je te conseille de réserver une chambre aux alentours du 14 janvier. Ah oui. Au mieux. Mais pour être safe, parce que tu auras le temps de passer à la DC, comme ça, qu'on échange. Boire des coups, tout ça, etc. Mais sur nos prévisions, nos projections d'ETA, on sera plutôt sur le 15-16. D'accord. Par contre, comme le disait Jean-Yves, ce qui est très compliqué, c'est tous les pièges sur la route, là, dont on vient de faire un peu la liste. Les Açores, les trains de dépression dans l'Atlantique Nord, qui, on le sait, et dans le Golfe sur l'arrivée des sables, peuvent être extrêmement piégeuses. Et ça, nous, c'est un gros sujet de vigilance pour la sécu de toute la course aussi sur l'arrivée. Mais si tout se passait bien et qu'on continue à battre des records, il y a des projections qui nous pourraient faire arriver les bateaux le 14-15. Ouais. 14-15. Ou plutôt, si tout allait bien. Donc il y a beaucoup de si. Voilà. Et donc ça fait un chrono optimum à combien de jours? Eh ben, ça fait un chrono optimum on battrait de 6 jours, donc ça serait 68 jours. 68. Pas mal. Alors, on n'y est pas encore, et surtout en arrière du trio, on vient de parler de Sébastien Simon qui joue un peu avec le feu, comme disait Jean-Yves, sur la gauche du plan d'eau. Derrière lui, on a Thomas Ruyant qui, il a pris un petit peu cher, Thomas Ruyant. D'abord, Sébastien Simon avec son option à gauche, là, il a quand même grappillé un paquet de mille sur la tête de la course, même s'il est encore relativement loin. Thomas Ruyant, lui, il a un peu mangé son pain noir, on va dire. Pas son pain blanc, mais son pain noir. C'est la séquence est un peu plus compliquée pour lui en ce moment, parce que la flotte revient. Et surtout, derrière, il y a un petit regroupement, et il y a quand même un gros comeback à souligner, enfin, que tout le monde a déjà remarqué, c'est celui de Paul Mella, qui fait un gros comeback. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu tous les deux sur comment et pourquoi le skipper de Biotherm a réussi à bien remonter? Alors, il a fait l'intérieur à l'île des États, mais je ne sais pas si ça suffit à faire ça. Est-ce qu'il a eu un bon scénario météo aussi qui lui a permis de bien revenir? Parce qu'il est, il a reperdu 2 places, mais il était 5e ce matin encore. Là, il vient de reperdre 2 places, il est repassé 7e. Il avait fait un sacré comeback, quoi. Attends, tu parles de Paul, parce que Paul, il n'est pas passé à l'intérieur de l'île des États. Hein. Ouais. Pardon, alors je confonds.
Tu parles de C'est Sam Sam qui est Goodchild. passé. C'est Sam. C'est Excusez-moi. simple, il n'y a qu'un Anglais qui peut faire ça. Pardon. Il l'a Non, fait. bien sûr. Bien sûr. Non, je crois que Paul, Paul, il a dit qu'il avait essayé, mais que le courant était pas favorable pour lui. Je crois que c'est ça, hein, si je me trompe pas. Et donc du coup, ma question reste valable. Comment est-ce qu'on explique le gros comeback de Biotherm? En fait, le gros comeback, c'est Sam, hein. On va se mettre d'accord. Très bien. C'est Sam qui est revenu quand même au contact du groupe, là. Il avait un peu perdu le contact. Il est revenu au contact du groupe en faisant effectivement, en passant vers l'intérieur de l'île des États et en gérant assez bien le vent de nord-ouest qui arrivait par le haut. Alors, il était assez audacieux, puis il a peut-être eu un bon timing quand même. Déjà, dans le détroit entre le détroit de Lemaire, donc entre l'île des États et puis la terre de feu, il y a des courants de marée, hein. Courants de marée assez forts, peut atteindre 7-8 nœuds quand même. C'est des courants de marée, comme chez nous, hein. Donc, si t'as avec la marée dans le nez, c'est pas une bonne idée. Ça, avec la marée avec toi, c'est une meilleure idée. Je pense qu'elle a eu le bon timing. Ça lui a évité, comme il y avait du vent de nord-ouest, ça lui a évité le dévent de l'île des États, qui est quand même pas très haute, mais qui a quand même un dévent assez prononcé, surtout par cette terre de nord-ouest là qui est assez stable. Et puis après, les autres ont dû gérer un petit peu le dévent, se retrouver un petit peu serré dans le nord-ouest. Donc voilà, il a bien joué. Puis il est revenu au contact du paquet. Et Paul, ça a fait un petit peu pareil. En fait, pour être honnête, ça a un petit peu freiné par l'avant. Et les autres n'ont pas raté l'occasion de revenir dessus. Et suivi bien sûr de Justine, dont on admire toujours la merveilleuse course depuis le départ, hein. Donc qui est un tout petit peu décroché du paquet, mais pas si loin que ça, quoi. Et sachant que ça va rebloquer par l'avant, donc on va revoir encore de la compression dans ce paquet-là. Hubert, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, non, juste pour compléter dans l'étude. Hier, en fait, je me suis un peu penché dessus. J'ai échangé avec Sam, justement. La course est longue, donc on a le temps de se parler un petit peu. Et donc, je lui avais dit, je lui ai demandé s'il avait pu faire des photos de l'île des États, parce que j'ai trouvé que c'était bien qu'il y passe, parce que à la sortie de ça, effectivement, comme on vient de le dire, avant le passage du Horn, il était quand même à plus de 60 000 derrière le groupe de Paul et de Boris. Et on voit bien sur le replay que sous l'île des États, il se retrouvait un peu bloqué, et lui, en passant, il en ressort plutôt gagnant. Et je pense que derrière, surtout, il a eu des patchs de vent très compliqués à gérer, très mous. Il avait à peine de quoi faire gonfler son J0. Et il a réussi à bien s'en sortir au nord de l'île des États, passer ça. Et je pense qu'il a dû être bien sur le réglage, il a bien mobilisé, ce qui lui a permis d'être là où il est aujourd'hui, d'avoir recollé brillamment avec le groupe, c'est tout. Je pense que c'est un bon marin, il le prouve, quoi, hein, et puis ça en est bien sorti sur ce coup-là, ouais. Et alors, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Moi, j'ai vu Paul 5e ce matin et ça faisait longtemps que je l'avais pas vu aux avant-postes comme ça. C'est surtout que les deux inséparables, Bayou et Lunven, qui ont fait tout le Vendée Globe ensemble, hein, c'est assez, c'est assez incroyable. Ils sont un peu décalés, un peu décalés au sud et du coup, Paul est quand même bien revenu sur eux, quoi. Moi, je trouve, hein, peut-être que vous n'avez pas la même lecture que moi, mais si vous regardez encore Boris aussi, là, leur décalage vers le sud, là, je sais pas s'il était obligatoire par la direction du vent ou pas, mais c'est vrai qu'il est assez coûteux pour le moment. Il est assez coûteux, puis il paraît pas avoir beaucoup d'issues parce qu'ils sont en dessous, avec du vent de nord-nord-ouest, c'est pas une très bonne idée, et puis surtout plus près de la pétole. Donc là, ils vont avoir, à mon avis, un petit moment difficile, mais bon, les deux Lascar, là, ils ont de la ressource, hein. Oui, on peut compter sur eux. La bataille, la bataille dans ce groupe-là est assez c'est impressionnant. Reste assez en fait, il risque de se retrouver bloqué avec la ZEA et avec du nord qui les bloque et la zone, la Bulasse sans vent qui leur permet pas de faire. Donc c'est à ce que tu veux dire. Ouais, c'est assez étonnant qu'ils contournent pas vers l'ouest, Jean-Yves, c'est ça? Bah oui, il devrait attendre la bascule. Ouais. Bah ouais. Pour le moment, c'est sûr que quand tu as du vent qu'au 340, un truc comme ça, le petit bord vers l'ouest, il fait un petit peu mal quand même. Donc t'attends, quoi. T'attends en espérant que ça passe au 350, allez, du 5-10. Pourquoi pas du 5-10, tiens. Et là, on va y aller, quoi. Ça va se gérer comme ça. T'y vas, toi? J'attends un peu. En tout cas, Paul, lui, a déjà viré, hein. Alors, en tout cas, je sais pas si c'est pour un long bord, mais il a quitté le groupe et il repart vers le nord-ouest. Je sais pas si vous avez écouté ou si peut-être qu'il lui a déjà eu une bascule et c'était le plus au nord du groupe et c'est celui qui a déjà décidé de virer.
Ouais, il suit son routage, hein. Enfin, moi, le routage que j'ai de lui, ça lui fait faire ça, hein. Ouais. Hubert, on reste avec toi justement un petit peu. On a longuement parlé de ce qui est arrivé à Yannick, mais mine de rien, ça n'est que le 5e abandon de ce Vendée Globe. Est-ce que ça veut dire que tu as un Vendée Globe tranquille par rapport au précédent? Alors, je t'arrête tout de suite. Un Vendée Globe tranquille, ça n'existe pas, ça n'existera plus. Je sais pas si ça a déjà existé, mais c'est trop compliqué comme course du fait que c'est une course extraordinaire qui pousse tout dans tous ses retranchements. Donc, je te garantis que tous les jours, on a plein de choses à faire. Et ce qui est marrant, c'est que effectivement, on se rend pas toujours compte de la multitude de tâches qu'on a à accomplir. Et cette course-là, elle est marquée par le sauvetage de Kevin Escoffier de 2020, c'est sûr. Les gens sont un peu déçus parce qu'ils s'imaginent que C'est il y en rien aura ce Vendée maintenant. Globe. Ouais. Ils se disent qu'il se passe rien parce qu'il n'y a pas de bateau qui coule. Et tant mieux qu'il n'y ait pas de bateau qui coule. Ouais, mais ça, t'as raison, Hubert. C'est agaçant. Il y a même des journalistes qui m'ont demandé, ah, voilà, c'est difficile à suivre le Vendée Globe, il y a rien qui se passe. Ouais, c'est parce que C'est triste d'entendre ça, parce que c'est sûr que regarder un match de foot, et commenter des joueurs, des footballeurs, alors tout le monde se prend pour un entraîneur de foot, la voile, c'est plus compliqué de faire ça. Parce que c'est beaucoup plus haut niveau technique, quoi. Mais c'est un peu triste à entendre. Ils se rendent pas compte ce que c'est que le Vendée Ouais, Globe. il faudrait qu'ils Franchement, passent le ils se rendent pas périphérique, compte. ça leur ferait du bien, ça leur ferait de l'air. Ouais, enfin, alors à Bordeaux et ailleurs, si tu veux, mais bon, c'est pas le problème, mais c'est triste de se rendre compte que le Vendée Globe est quand même une épreuve sportive préférée des Français, hein, parmi les 5, je crois, si je regarde bien les différentes enquêtes. Et c'est dommage d'entendre ce que dit Hubert, il a raison, c'est triste à mourir d'entendre ça. Les mecs, on se rend pas compte des efforts qu'ils font, les femmes, les garçons, quel que soit leur classement, quelle que soit leur position, quel que soit leur bateau, mais c'est presque inhumain, je dis, moi. Je ferai pas, hein. Moi, je pense Enfin, je l'ai pas qu'on fait d'ailleurs. avec le temps, en fait, et on s'habitue à ces performances. Et donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, on ne mesure plus le niveau d'engagement physique, mental, technologique que réclament ces bateaux-là et une traversée du Pacifique comme a fait comme ils ont tous fait, et en particulier le groupe de tête à fond, En mode course à fond les Figaro, hein. ballons. Enfin, je veux dire, paradoxalement, c'est peut-être eux qui n'arrivent pas à le raconter à ce point-là. Mais même nous, nous qui sommes des suiveurs et qui regardons ça de très très près, je pense qu'on ne mesure plus ce que c'est. Moi, j'avais été très très frappé de l'arrivée de retour à la base où ils avaient tous été très très marqués, même physiquement, quoi. Hein. Et là, moi, par exemple, c'est là que je me suis dit, mais en fait, je pense qu'ils pratiquent vraiment un sport qu'on ne connaît plus, que même si on a pu pratiquer un tout petit peu, qu'on ne connaît plus. Et je faisais la remarque avec un peu de provocation auprès d'Hubert, mais il y a deux choses qui changent sur le Vendée Globe, j'ai l'impression, c'est quand même le volume, c'est-à-dire le nombre de concurrents. Et ça change beaucoup beaucoup de choses dans l'analyse, la perception, et donc du coup probablement dans la somme de travail que la direction de course a. Et du coup le nombre d'histoires qu'il peut y avoir, parce que là on a fait que les 10 premiers, hein, mais il y a qu'à voir ce qui s'est passé, le petit duo, comment le duo Samantha Davies, Clarisse Kremer s'est séparé, ce qui est arrivé avec Clarisse qui avait plus d'ordinateur à un moment pas très très pratique. Enfin voilà, il se passe toujours plein de choses tout le temps partout. Et j'ai l'impression que moi, c'est deux choses qui me frappent beaucoup, c'est le nombre de bateaux qu'il y a et donc du coup l'analyse qu'on doit faire de la course. Et ensuite, voilà, il y a une sorte de routine de l'ultra haut niveau qui fait qu'on s'habitue, alors qu'en fait, ce qu'ils font, faire 600 000 sur un IMOCA, c'est pas tout à fait normal, quoi. Je pense que on oublie ce que c'est. Moi, j'ai l'impression qu'on oublie ce que c'est, quoi. alors, très rapidement parce que le sujet il est vaste. Je pense qu'il y a aussi une espèce de génération du consommable, de l'instantanéité de tout. Et pour raconter ça, pour le comprendre, il faut être un peu plus rapide que les 4 secondes et demie que représente un TikTok ou un Instagram. J'ai plus la durée. Et en fait, toutes ces nouvelles générations, faut arriver à leur raconter ces histoires incroyables très vite pour les appâter. Et c'est un peu notre rôle aussi, enfin le rôle de la communication du Vendée Globe, d'arriver à ouvrir les yeux à des gens qui sont un peu aveugles. Je pense qu'il y a quelques skippers qui l'ont compris et qui essayent de le faire bien. C'est aussi c'est le symptôme de notre génération, je pense, et c'est un peu dommage. Donc, par contre, quand tu arrives à accéder à l'intérêt, les gens comprennent tout de suite. Et ce qu'on veut, on veut de la perf, mais on veut encore de l'émotion, de l'aventure, de l'humain. Et c'est pour ça que chaque concurrent a une belle histoire à raconter. Et je pense que
l'arrivée au Vendée Globe, au Sable d'Olonne, de Su Jin-Kun s'il va jusqu'au bout, le skipper chinois, alors qu'il était totalement anonyme au départ, et sa course, il est pas aux avant-postes, mais il y a des gens qui regardent un peu ailleurs et qui vont aimer et qui aiment, je le sais déjà. Violette en est un exemple aussi acharné. Je pense que Guirec en est un autre exemple. Il y a quand même des super trucs et il y a peut-être pas de grands dramas, il y a peut-être pas de larmes comme on aimerait avoir certains journalistes qui attirent la masse. Mais je pense qu'il y a quand même des belles histoires et c'est aussi le rôle des rédacteurs de la course d'écrire des sujets de fond plutôt que des trucs éphémères qui restent pas. Donc je pense qu'on va y arriver, mais ça prend du temps et c'est aussi le carrefour qu'on a opéré sur la course au large depuis quelques temps, qu'on est en train d'opérer, on n'est pas du tout fini. Et voilà. Et alors du coup, pour revenir à ma question initiale, tu as beaucoup de travail donc. Il y a Claire Renaud qui est là, elle travaille pour moi. Non, mais il se passe quand même Elle pas est mal bien de trucs. concentrée. Vous avez Ouais. vu le nombre de concurrents, il se passe quand même pas mal de choses. En fait, il y a beaucoup de choses parce que le Vendée Globe, il a vachement progressé sur plein d'aspects. Et notre relation avec les concurrents, avec les teams ont vachement progressé. Les règles ont été compliquées à comprendre, mais aujourd'hui, elles sont bien comprises par tous. Et donc, il y a une multitude de questions qui émanent des règles qu'on a précisées sur ce Vendée Globe. Des sujets qui étaient glissants, qui le sont moins, et qui sont importants aussi. Et donc, les gens ont en tout cas conscience et nous sollicitent en disant, bah alors ça, comment je fais? Est-ce que ça en est là? On a bien compris la même chose. Donc, pour nous, ça représente beaucoup de travail, avec des skippers qui sont pas toujours au fait de tout ça, parce qu'ils sont concentrés à mener leur projet. C'est compliqué d'être skipper du Vendée Globe, et tu navigues peu, ou tu es moins concentré sur les règles. T'as pas toujours 5 experts pour le faire. Et après, bah nous, il y a tellement d'interactions avec la zone des glaces, par exemple. Ça, tout ce long chapitre, et c'est pas du tout fini. On est happé par la zone des glaces, qui est dynamique, je le rappelle, et qui est importante aussi pour les derniers. On les laisse pas, donc on regarde bien toute la flotte. Et là, en l'occurrence, il y a des sujets de glace qui pourraient remonter, donc on est là-dessus. Et là, le parcours, on peut plus le changer. Hein. Les premiers sont passés, c'est validé, boum, le waypoint, on ne bouge plus. Donc il faut absolument qu'on ait cette vigilance, et avec CLS, ça se passe super bien, et on fait des ice reports au skipper. Donc ça nous occupe. Les passages du Cap Horn, avec l'interaction de la sécurité d'un côté, système météo, Yannick Bestaven qui y va, qui repartira peut-être, les passages du gardien du phare qui veut nous parler, l'armée chilienne qui veut nous parler, le shooting qu'on a organisé au dernier moment pour avoir des images de Johan et de Charlie. Donc ça fait aussi partie de notre travail. On est en train de préparer les arrivées, comme je vous le disais, on est des arrivées qui sont mi-janvier, donc on est déjà bien sûr en train de tout préparer, parce que ça peut être velu sévère dans la baie des Sables à cette saison-là. Donc je vous le rappelle, c'est important, hein, il y a une porte mauvais temps qui pourra servir de pote d'arrivée sur cette édition-là. Parce que faut le rappeler, hein, le port des Sables peut ne pas être praticable par très mauvais temps. Complet, hein. On était en bordure. On était en bordure sur le cas de mémoire Clarisse Kremer, Maxime Sorel en 2020 où ça déferlait de partout. Ouais, c'est et surfable. on a attendu le bon moment de la marée et c'était très chaud. Je sais pas si t'étais là. Non, mais j'ai fait juste une arrivée sur une course en été et c'était déjà bien surfable. Donc voilà l'action. Puis après, il y a quand même toute la partie météo, prévision, projection, où là, on est quand même bien pris pour s'assurer que tous les bateaux qui sont en train de traverser maintenant le Pacifique quasiment, le dernier va rentrer dans le Pacifique. Voilà. Donc ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et on est 5 et c'est tant mieux. et là, la course, elle bat son plein. Il faut qu'on garde la motivation pour être sérieux et bon jusqu'au bout. Hein. Il va y avoir les zones avec les pêcheurs, les remontées, le poteau noir, la gestion des zones des Açores avec les ZPB, les nouveautés aussi. Comment ça va se passer tout ça, voilà, on est pris. On imagine bien. Anne et Jean-Yves, vous qui n'en êtes pas à votre premier Vendée Globe, celui-là, il a quelle particularité, il a changé comment par rapport au précédent? Les bateaux. Pardon, vas-y Anne, excuse-moi. Bah alors, vas-y Jean-Yves. Non, je t'en prie, parle le premier parce que je pense que t'es plus ancien. Oh, le coup de pied. C'est le coup de pied de Anne. J'ai rien dit d'autre. Non, je rigole. Et donc, non, mais les bateaux, déjà, les bateaux vont très vite. Et puis, comme vous y remarqué tout à l'heure, ils sont très sollicitants. C'est vrai que
tu fais l'après-midi sur un IMOCA, là, on t'emmène faire un tour, et ben, t'es content quand ça s'arrête. Hein. Franchement, t'es content quand ça s'arrête. Et là, les gars, ils partent pour un tour du monde. Non, c'est des bateaux extrêmement difficiles, là, et durs, donc, et les gars les mènent d'une manière incroyable. Donc ça jouait beaucoup, bien sûr, le matériel, tout ça. Ça fait que les vitesses bah, c'est des vitesses de multicoque. Ouais. Et Jean-Yves, justement, par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre, ça fait longtemps maintenant que les marins disent que les bateaux sont durs, sont difficiles. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'à chaque Vendée Globe, on dit mais le rythme est incroyable, etc., etc. Et en fait, les marins progressent en même temps que les bateaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se dit, je pense qu'à chaque Vendée Globe, on a dû dire, mais le rythme qu'ils mettent, c'est incroyable. C'est un rythme de Solitaire du Figaro. Je pense que c'est une phrase qu'on a entendue à chacun des Vendée Globe depuis 1989. Peut-être pas le premier, mais à partir du deuxième. Et donc même là, même avec des bateaux qui progressent encore très très fortement, l'intensité que mettent les marins ne faiblit jamais, en particulier sur celui-là où depuis le premier jour. Ils sont très bien entraînés, bien formés en tout cas pour les premiers entre eux, bien entraînés. Ils ont beaucoup d'expérience dans les courses d'avant-saison. Le solitaire, ce qui est difficile dans le solitaire, c'est de savoir ton rapport entre l'efficacité et l'effort. C'est vraiment la clé du solitaire, c'est ça, quoi. Quand t'es un jeune fou, comme moi j'en ai fait un peu de solitaire, ça il y avait de l'effort, il y en avait, mais d'efficacité, c'était pas sûr qu'elle avait toujours. Et donc les gens qui sont bons, ils connaissent bien leur rapport efficacité-effort. Et on voit que ces gens très entraînés, ils le connaissent par cœur. La preuve d'ailleurs, c'est quand ils ont des conditions similaires, c'est assez surprenant, ils font le même nombre de milles. Ça veut dire que tu maîtrises totalement ce facteur-là. Et donc, ça, c'est important. Et puis, ils ont une meilleure connaissance des systèmes météo. La météo a fait d'énormes progrès. Et puis, surtout, ils sont très bons, quoi. Faut le dire, là, les premiers, là, ils sont impressionnants, quoi. Ils sont super bons. Des athlètes de très haut niveau, avec en plus un bateau à voile, c'est un peu compliqué quand même, avec en plus une tête bien faite, une tête bien pleine, une tête bien rembourrée parce que ça tape dans les coins. Non, c'est des gens exceptionnels. Et ce qu'il y a à vendre un petit peu, je vais pas faire de comparaison avec d'autres sports, ça serait malvenu, mais c'est quand même des gens exceptionnels et pas exceptionnels que dans la partie physique. Hein, donc, non, moi je suis admiratif. Tout à fait, très bien résumé, Jean-Yves. Ouais. C'est aussi le boulot, et c'est important pour toi, Anne. Je suis d'accord avec. On n'est pas là pour se gargariser, mais c'est bien aussi de se le dire. Le boulot qui a été fait par les teams techniques, les skippers, ok, les bateaux, ok, mais les teams techniques, tous les niveaux ont augmenté fort, et ça a été compliqué et fastidieux pour tous. Hein. Pendant 4 ans, on s'est pas amusé en fait. On nous a reproché de faire naviguer beaucoup les gens avec le système de qualif et de sélection du Vendée. Alors certes, ça fait un peu chier tout le monde, mais le résultat aussi, il est là, quoi, tu vois. C'est pas ça la clé, ouais, c'est ce que j'allais dire. On a vraiment l'impression que c'est ça le... Bah, ouais, mais il a raison, Hubert. Mais alors, moi, si je peux me permettre pour prendre la suite de Jean-Yves et de Hubert. Jean-Yves, déjà, c'est tous des athlètes. Franchement, c'est des gens exceptionnels. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que les journalistes ne mesurent pas l'exceptionnalité de ces gens-là. Et je dis pas ça pour Yannick, je dis ça pour tous les skippers. Je pense que ce que je vois, ce que fait Johan et Charlie, mais c'est incroyable, mais incroyable. Je reviens même pas, tellement c'est incroyable. Et tous, mais il n'y a pas que. Mais voilà. Et bon, voilà, c'est très important de mesurer cette force. Je pense que les journalistes vraiment doivent prendre conscience de ça. Les sponsors aussi, mais ils le savent. Et la deuxième chose qui est importante aussi, c'est le travail des team managers, enfin des équipes. Je dis pas team manager, d'une équipe complète. Il faut savoir que dans notre équipe, on a gardé quasiment, toute l'équipe qui a gagné le Vendée Globe il y a 4 ans. On a rajouté 2 petits jeunes ingénieurs, même 3, mais toute l'équipe, le socle est là. Le socle n'a pas changé. Et Yannick, il a toujours dit, si j'ai gagné le Vendée Globe, c'est aussi parce que j'ai une équipe qui a préparé et moi j'ai transformé l'essai. Donc il a su toujours partager, et c'est vrai qu'une victoire, ou même quel que soit le résultat, tous les concurrents du Vendée Globe, quels qu'ils soient, même ceux qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout, mais tous ceux qui vont aller jusqu'au bout sont tous des héros. Tous. Moi j'ai connu le premier Vendée Globe que j'ai fait avec Catherine Chabot en 96-97, 140 jours. Tout le monde le connaît, ce Vendée Globe-là. Il a été terrible. Il y a eu 3 chavirages, des quilles de perdues et une disparition. Jerry Roof, qui nous a tous marqués à jamais. Et après, pour revenir sur l'évolution des uns et des autres,
déjà c'était des athlètes, mais aujourd'hui on peut pas comparer les marins de l'époque d'aujourd'hui. C'était des aventuriers. Aujourd'hui c'est des régatiers purs tout en étant des aventuriers, mais de l'extrême quoi. Donc voilà. Et pour compléter aussi par rapport à ce que disait Hubert tout à l'heure, la charge de boulot aussi, parce que en fait je regrette pas du tout que la DC et l'organisation de la Saint-Mandé ait imposé un rythme de course. Parce que d'abord, c'est indispensable pour nos sponsors, mais c'est aussi indispensable pour les sportifs, c'est indispensable pour l'équipe, parce que si tu fais pas ça, tu sais jamais à quel niveau tu es. Et au final, le niveau des gens qui sont partis, les 40 bateaux, sont à un niveau très très élevé. Ils sont pas partis avec des bateaux tous performants, mais déjà ils sont à un niveau très élevé. Personne n'est capable de faire ce qu'ils font aujourd'hui, enfin en tout cas le lambda moyen. Voilà. Et dernière chose, je pense que les gens se rendent pas compte, mais une équipe qui suit un skipper du Vendée Globe est non-stop online. On est en astreinte 24/24. On est toujours sur les ordinateurs, à suivre ce qui se passe, à l'écoute et tout. Et donc déjà, je félicite la direction de course qui a 40 bateaux sur les bras, un peu moins maintenant. Et nous, on a un seul bateau sur les bras et c'est déjà énorme et très dense au quotidien. Voilà, c'est ça qui est vachement important de mesurer en fait. Très bien. Allez Hubert, une dernière question pour toi justement à propos du rythme de préparation du Vendée Globe. Moi je pense que c'est l'une des clés de compréhension du niveau qu'on vient tous de saluer et du niveau d'engagement. Ce fameux système de qualification qui a été beaucoup. Alors c'est marrant parce qu'on est en train de faire le bilan du Vendée Globe alors qu'il reste au moins 3 semaines de course, enfin 15 jours pour les premiers, mais c'est parti comme ça. C'est le dernier épisode de l'année, donc on peut y aller. J'ai quand même l'impression que justement c'est ce fameux système de qualif qui a été critiqué, décortiqué, qui a mis longtemps à être bien compris. Mais est-ce que c'est pas ça la clé de compréhension de ce qui se passe sur l'eau aujourd'hui? Parce que tout à l'heure je chambrais en disant qu'il n'y avait que 5 abandons, mais c'est un chiffre assez rare, surtout avec avec une taille de flotte comme celle-là. Mais est-ce que c'est pas ça la clé de compréhension? C'est que cette fameuse course au 1000 qui a obligé tout le monde à naviguer et à très haut niveau tout le temps, est-ce que c'est pas ça qui fait qu'on a ce Vendée Globe qui, du point de vue sportif et fiabilité, pour l'instant, est assez exceptionnel? Alors, si on prend le trait de manière un peu grossière, il n'y a aucun reproche à faire, je pense, puisque chacun est à peu près à sa place, et c'est les places qui étaient celles du championnat, de toutes les courses qu'on a pu faire, que ce soit le top 10, que ce soit le milieu de flotte, que ce soit l'arrière de la flotte. Donc en fait, il y a malheureusement, ou heureusement, je sais pas, il n'y a pas vraiment de suspense, il n'y a pas vraiment de surprise, pardon. Par contre, il y a beaucoup de surprises dans les écarts et dans ce qui s'est passé à l'intérieur. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, dans le très fin. C'est ce qui s'est passé à l'intérieur et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un écart entre le groupe de tête, Sébastien Simon, Thomas, le groupe de derrière, puis le groupe Claret. Enfin, il y a plein de matchs hyper importants. Et là, ça serait intéressant, et ça, on fera ça bien sûr à la fin de la course, d'analyser les positionnements par rapport aux dépressions, les positionnements en latitude sur les fronts qu'il y a pu y avoir dans l'Indien, etc. Et ça, moi, je suis hyper intéressé aussi d'avoir le ressenti de Jean-Yves là-dessus, parce qu'on a bien sûr tous zioté ça de très très près. Il a été question de cette dépression forte dans laquelle se sont mis volontairement Johan et Charlie, qui était pour nous, d'un point de vue, enfin pour la direction de course, sécuritairement hyper chaud. Et on voulait surtout pas que si ça se passe bien, les mecs se disent pour gagner le Vendée Globe, il faut que je fasse ça. Malheureusement, c'est peut-être ce qui va se passer. Mais non, parce que c'était la bonne technique, hein. C'est une technique qu'on avait travaillé déjà avec eux. Ah, c'est toi le fautif. C'est un peu moi le fautif. Non, mais c'est pas moi que le fautif. Non, mais on avait déjà bossé là-dessus. C'est une des techniques pour t'évader d'une dépression un petit peu emmerdante. Faut d'ailleurs qu'elle aille à la bonne vitesse. Soit tu restes à 150 000 au nord et là tu prends 10 mètres de creux et 50 nœuds. Soit tu voisines avec le centre et s'il se va à la bonne vitesse et dans la direction où tu veux, tu peux rester un peu avec et en prendre moins. Les choses qu'on avait mis, moi j'avais utilisé ça dans des routages de Joyon il y a longtemps aussi avec des multicoques. Et c'est une des, ça fait partie des cas de figure intéressants. Là, encore une fois, il y a beaucoup de si, hein. Il faut que la dépression, elle aille à peu près à la vitesse des bateaux, ce qui était le cas là. Qu'elle aille dans les directions où tu veux, parce que si elle fait du plein sud, ça peut commencer à être un peu ennuyeux. Mais c'est une des techniques dans notre roadbook, dans autre chose comme ça qu'on étudie. Voilà, il y a ce cas-là, effectivement. Il y a plusieurs cas. Soit vous ralentissez, soit vous allez très très nord mais ça coûte cher, soit vous voisinez avec le centre. Enfin voilà, il y a tout un panel d'aide à la décision comme ça qu'on leur donne. Moi je vous dis pas tout, hein, parce que moi non plus. Mais il y en a encore.
En tout cas, c'était génial. Et nous, à l'ADC, on a bien sûr serré les fesses quand même. Parce que je t'avoue qu'on a dormi à la direction de course ce soir-là. Je sais pas si c'est le fait d'être ensemble, d'être sur le pont, là. On était tous là. À un moment donné, Seb, c'était très chaud pour lui. C'est quasiment, il a vraiment ralenti fort. Alors que Charlie marchait encore à 25 nœuds. Enfin, vous l'avez tous vu, tout ça. Et on a eu peur qu'il se fasse manger par la DEP. Et finalement, il a réussi à repartir devant. C'était un peu chaud. Donc, c'est par rapport à ce que tu disais, effectivement. Il n'a pas le droit d'avoir une avarie à ce moment-là où ils doivent arrêter le bateau. Et là, ça aurait été vraiment désastreux. Tout ça pour dire, on parlait de quoi déjà? Bah là, on est reparti sur la DEP de l'Indien. Bon alors, on passe à laquelle maintenant? Bon bah, désolé. C'est pas... Ouais, en fait, je voudrais vous rappeler quand même que Johan est parti au nord pour justement éviter la DEP et que ça l'a pas empêché de revenir. Faut pas oublier cette histoire. Parce que Donc tu remets des pièces. Voilà. Donc, Anne, tu remets des pièces dans le truc. On peut repartir 20 minutes sur le sujet sans problème, en s'écartant complètement de ce qu'on disait. Non, mais c'est clair. Moi, je vais vous laisser. Désolé, ça part dans tous les sens. Bon, ben en tout cas, merci beaucoup à tous les trois. Merci d'avoir pris le temps en cette période de fête où vous êtes tous très occupés. Merci d'avoir pris ce temps-là pour nous emmener, comme à chaque fois, un petit peu dans les coulisses et puis comprendre ce qui se passe, j'allais dire entre lignes ou plutôt entre les isobars. Merci à vous. Bonne continuation. Je vais aller réserver mon hôtel pour notre hôtel pour le 14 ou 15 janvier. On va affiner ça. Et puis Anne, écoute, bonne continuation. On croise les doigts pour que Yannick puisse finir ce tour du monde en solitaire, même s'il a fait escale, mais qu'en tout cas il boucle la boucle. Symboliquement, je pense que c'est assez fort et assez important. Et on va tout faire pour. J'en suis sûr. Merci à tous les trois. Bonne soirée. Salut. Merci Pierre. Salut, merci. À très bientôt. Au revoir à tous. Merci d'avoir suivi cet épisode de Pause Report Live. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez assister à l'enregistrement de lundi prochain, l'accès est gratuit, mais pensez à réserver votre place sur deepandshaft.com.